2, France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, impeccable, ravi de vous retrouver. Nous sommes mardi, le show qui vous parle, mesdames, messieurs, jusque 18h, ça s'appelle le LGF, le grand forum, ravi de vous retrouver donc en ce mardi 29 mai. On respire un peu, ça fait du bien, la météo est beaucoup plus clémente et c'est pas pour nous déplaire, surtout pour ceux qui font Ramadan, bien entendu. Comment va notre ami Damien Charles ? Bah écoute, ça va, alhamdoulilah. Bon, comme tu sais, je suis un peu fatigué, mais alhamdoulilah, content de retrouver les auditrices et auditeurs. Bon, parfait mon cher Damien. Alors tout à l'heure, messieurs dames, à 17h, nous allons parler de la gestion du stress pendant la période des examens avec une coach en scolarité, une coach scolaire qui s'appelle Myriam, que nous avons contacté puisque vous savez que c'est la période des examens en ce moment, ça commence en tout cas. Ah oui. Donc pour comment gérer la gestion du stress, ça s'adresse aussi bien aux enfants mais aussi aux parents. 17h30 messieurs dames, elle s'appelle Sabrina Kassim artiste et elle nous revient avec un avis tranché sur l'affaire Tariq Ramadan. Ça promet. Rendez-vous 17h30 tout à l'heure évidemment. Eh bien, autre chose à vous signaler, bien entendu, le programme pour aujourd'hui avec Damien Charles pour m'accompagner avec vous, chers amis auditeurs, auditrices. Les sujets que nous allons évoquer vont certainement chacune et chacun vous faire réagir. Allez, pour c'est ce parti. faire, 01 40 33 9000, soyez les bienvenus. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum présent l'an dernier à l'Iftar organisé par le Conseil français du culte musulman, le président de la République ne sera pas présent cette année. Pourtant, il avait promis des annonces fortes. Pourquoi Macron ne sera pas présent? Nous y reviendrons dans un instant. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure veut empêcher les détenus palestiniens de regarder la Coupe du Monde à la télévision, quitte à changer le règlement pénitentiaire. La question LGF, accueilli en héros à l'Elysée, Mamoudou Gassama s'est vu offrir la nationalité française par Emmanuel Macron et la possibilité d'intégrer les pompiers de Paris. Saluez-vous cette décision du président Macron? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Nawelzine Santé Ramadan du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Assalamu alaikum. Le brossage des dents est une condition sine qua non pour lutter efficacement contre les caries dentaires. Dans la tradition musulmane, il nous est rapporté que le prophète alayhi salatu wa salam a dit As-siwak matharatun lil fam, mardatun lir rabb. Le siwak est propreté pour la bouche, recherche de satisfaction du Seigneur. Mais que veut dire le mot siwak? Le mot siwak est un mot arabe qui vient de la racine sa'aka, qui veut dire masser, frotter. C'est donc un outil qui sert à frotter, à brosser. Ce siwak est une brindille d'un arbuste de son nom scientifique Salvadora persica, appelé en arabe Oud al-Arak. Son nom usuel est devenu siwak ou miswak de par son utilisation, c'est-à-dire frotter. Donc la traduction complète du hadith devrait être le brossage dentaire et propreté pour la bouche, recherche de satisfaction du Seigneur. Le prophète alayhi salatu wa salam a par ailleurs insisté sur le brossage dentaire en disant Laoula an ashuqqa ala ummati la amartuha bis-siwak qabla kulli salah wa fi riwayatin ukhra 'inda kulli wudu. Si je ne craignais de trop en demander aux fidèles de ma communauté, je leur aurais prescrit le brossage dentaire avant chaque prière et dans une autre version, à chaque ablution. Il nous aurait fallu donc nous brosser les dents 5 fois par jour. Il nous a également été rapporté dans la tradition musulmane que le prophète alayhi salatu wassalam se brossait les dents au réveil, avant d'accomplir une prière, après avoir mangé, après avoir parlé, après un silence prolongé, lorsqu'il voulait lire le Coran, lorsqu'il allait à la rencontre des gens, lorsqu'il retournait à la maison retrouver sa famille, et ceci, quel que soit le mois de l'année, pendant ou hors Ramadan. Lors de la prochaine chronique, j'essaierai, Inch'Allah, de réconcilier ceux qui hésitent encore avec le brossage dentaire pendant les journées du mois de jeûne. D'ici là, que la paix soit sur tous ceux qui la recherchent et l'appellent de leur vœu. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum. C'était la chronique du docteur Nawelzine du site santeramadan.fr, une chronique que vous pouvez réécouter sur le www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Nous sommes le mardi 29 mai.
belle journée. Météo sympa, on est bien. Le Grand Forum en tout cas, ravi de vous retrouver, votre show qui vous parle chaque jour de 16h à 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner Damien Charles. Hello, hello. Oui, alors je vous précise une grosse émission messieurs dames, ça se passera vendredi sur France Maghreb 2 avec Youssef Fendi qui est un historien franco-marocain avec qui on va parler du sionisme, parce que je l'ai appris, il y a plusieurs écoles du sionisme. Oui, non, on peut dire voilà, il est sioniste, mais attention, quel genre de sioniste est-il? Nous y reviendrons ce vendredi avec cet historien franco-marocain. On abordera quelques thèmes, notamment pourquoi autant de haine entre chiites et sunnites. On parlera aussi des frères musulmans, et donc voilà, soyez là. Parce que ça va être une grosse émission ce vendredi avec Tarek Mami et Sofiane Nagdari. Damien Charles, je sais pas s'il voudra venir, en tout cas il est le bienvenu. Youssef Brakni aussi. Sofiane, si tu nous écoutes, je vais faire tout mon possible pour venir vendredi, ça va être une émission passionnante. Alors moi j'ai vécu personnellement la haine sunnite chiite, via mon voyage au Liban, j'ai pu vivre ça en profondeur, mais je me pose énormément de questions sur le sionisme, que je connais très mal, et donc c'est l'occasion d'avoir nos deux spécialistes habituels sur le plateau, plus un invité. Donc j'ai hâte d'assister à tout ça. Donc c'est vendredi entre 16h et 18h, et puisqu'on est dans les annonces, eh ben le LGF a décidé de faire lui aussi son iftar en quelque sorte, sa grande soirée. On parlera pas politique, je vous le garantis. On va se détendre, on va ainsi faire connaissance avec nos différents chroniqueurs, mais les présenter sous une autre facette, sous un autre angle. Ainsi, Damien sera là vendredi, ainsi que sûr. Hanan, Enver, Hicham, Anissa, Nargis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nasser. Est-ce que Nadia viendra? Nadia, non, je ne crois pas aller en province. Voilà, ils seront tous, en tout cas, ils sont tous invités, sachez-le, et on va déconner ensemble. Ça démarre à 23h. Je sais pas à quelle heure ça se terminera cette histoire. Donc voilà, restez avec nous. En tout cas, ça se passe de vendredi. On sera maître de l'antenne de toute façon. Bien entendu. Bah évidemment. Ça va être super alors. Oui, absolument, ça va être super. Donc soyez là et au rendez-vous. Alors, mon cher Damien, que voulais-je dire? Ah oui, non, ça y est, je suis perdu moi. Bon, on est parti. Prends ton temps. Parti avec l'information qui s'est déroulée ce matin, direction la Belgique pour démarrer. 2 policiers ont été tués par balle ce matin. Ils se sont fait tirer dessus par un homme qui a également été abattu. Les circonstances donc de la fusillade restent encore assez floues, mais la piste terroriste semble privilégiée. Françoise Dubois, qui est consoeur de la RTBF, était sur place à Liège et non à Bruxelles. Françoise, qui nous révèle si une attaque terroriste a été effectivement confirmée en Belgique. Écoutez ce qu'elle nous dit. Il y a des éléments en tout cas, mais pas encore de confirmation réelle. En fait, ça s'est passé donc vers 10h30 lors d'un contrôle apparemment dans le centre de Liège, donc boulevard d'Avroy, un contrôle de la police locale qui aurait contrôlé un jeune homme qui sortait de prison. L'homme a directement attaqué un des policiers, une policière en fait, avec un cutter, s'est emparé de l'arme de la policière, a tiré sur l'autre policière. Il a aussi tiré d'autres balles, puisque une passante, qui est en fait une passagère d'une voiture qui était stationnée là-bas, a également été tuée. Donc on a 3 victimes, 2 policières plus la passante. Le tireur a été abattu par le peloton antibanditisme de la police de Liège, mais avant cela, il s'était enfoui, il s'était réfugié dans l'école voisine, l'Athénée de Ouah, une école fondamentale avec aussi des sections du secondaire, une grosse école de la ville de Liège en plein centre. Il avait pris une femme d'ouvrage en otage. Il a donc été abattu par le peloton antibanditisme de la police de Liège. Voilà ce qu'on sait en tout cas sur le déroulement des faits. Le parquet fédéral chez nous a repris le dossier parce que le tireur n'est pas tout à fait inconnu. Il avait été incarcéré en fait pour des faits de droit commun, des délits de droit commun. Il s'appelle Benjamin Herman, il a 36 ans. Il est sorti de prison hier, semble-t-il, une prison dans laquelle, selon le parquet fédéral, il se serait radicalisé. Et c'est pour ça que le parquet fédéral a repris l'enquête et qu'on parle peut-être de faits de terrorisme, mais c'est la conférence de presse qui vient de commencer il y a quelques minutes, ou qui va commencer, qui pourra confirmer cela, le tireur ayant été abattu, évidemment.
Voilà pourquoi le parquet fédéral a repris l'enquête. Il y a cette radicalisation au sein de la prison qui pourrait expliquer qu'on parle de faits de terrorisme. Voilà pour ce qui est en tout cas de Françoise Dubois, consoeur de la RTBF en Belgique, mon cher Damien. Ça s'est passé ce matin, effectivement, la Belgique une nouvelle fois touchée par le terrorisme, visiblement, parce que il semblerait que ce soit donc un individu qui soit sorti de prison hier et qui se soit radicalisé lors de son séjour en prison. Si vous y ajoutez hier le procureur de Paris François Molins qui commence à faire flipper tout le monde en disant attention, il y a des détenus condamnés pour terrorisme qui vont sortir entre 2018 et 2019, ils seront à peu près une quarantaine. Donc voilà, un jour et puis le lendemain, donc il arrive cet épisode en Belgique. Sans lien et cause évidemment, je pense. Enfin, espérons-le en tout cas. Déjà, chose très importante pour savoir si il y a un lien avec un groupe terroriste entre guillemets djihadiste Takfiri, il faut une revendication. Si on n'a pas de revendication, ça va être très très difficile d'établir le lien parce que généralement une action n'est pas coordonnée sans validation de la hiérarchie. Or là, ce qui se passe, c'est que visiblement l'action n'a pas été préméditée puisque aucune organisation n'a revendiqué l'attentat juste après. Donc ensuite, autre chose qui est étonnant, c'est que généralement quand on a un attentat organisé donc par un groupe djihadiste Takfiri, il y a une nécessité de coordination, même si ça se fait à l'arme blanche, etc. Il y a un travail de préparation. Là, tout droit sorti de prison, c'est assez surprenant. Ça voudrait dire que l'attentat aurait pu être préparé en amont, donc en prison, chose qui, à ma connaissance, n'est jamais arrivée jusque-là. Énormément d'incertitudes. On n'a pas pu établir jusqu'à maintenant qu'effectivement le détenu s'était radicalisé, donc on reste totalement dans le flou et donc il est impossible de parler, à mon sens, d'attentat terroriste. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu précipité, quoi. Et puis la dernière chose, c'est que généralement, quand un individu commet un attentat, mais que il n'a pas été validé par la hiérarchie ou il a été fait de manière inattendue, il faut toujours plusieurs jours à la tête de l'organisation pour vérifier qu'effectivement la personne avait fait allégeance et qu'effectivement donc elle avait eu le droit d'entrer en opération. Donc là, si on n'a pas de revendication sous les 3 jours de Daesh ou d'Al-Qaïda, c'est que visiblement il va falloir éliminer la piste terroriste définitivement, même si cette personne pouvait avoir des accointances avec l'islam radical. Bon, alors en tout cas vos appels évidemment 01 40 33 9000. Autre chose dans notre zapping. J'ai ce matin reçu un jeune héros, en effet, qui s'est illustré durant le week-end. Il m'a raconté ce qu'il avait accompli, que beaucoup d'entre nous avons vu, et donc était décidé non seulement de le régulariser très rapidement, mais d'enclencher une procédure de naturalisation. Emmanuel Macron, le président de la République, donc hier, qui a donc reçu à l'Elysée avec les honneurs Mamoudou Gassama. Le jeune Malien recevra donc aujourd'hui son titre de séjour et pourra même intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. Samedi soir, il avait, je vous rappelle, porté secours à un enfant suspendu au balcon du 4e étage de son immeuble en escaladant la façade. Et cette naturalisation fait aussi débat, mon cher ami Damien. Alors, saluez-vous ce geste d'Emmanuel Macron? C'est la question du jour, la question à la une, à laquelle vous répondez, bien entendu, en nous appelant 01 40 33 9000, en répondant sur Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter LGF officiel. Qu'en dit-on, mon cher ami Damien? Alors, on a juste un petit souci, j'ai du mal à capter Internet. Ah bon? On arrive tout de suite. En tout cas, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler évidemment pour saluer, bien entendu, ce geste. 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur, quel est votre prénom? Abdelhafid. Abdelhafid, vous nous appelez d'où, Abdelhafid? J'appelle de Paris. D'accord. Alors, par rapport à ce geste d'Emmanuel Macron de donner la nationalité française à ce Malien donc qui a sauvé donc cet enfant de 4 ans en escaladant main nue, vous avez vu les images, elles sont absolument extraordinaires. Hein. Quel courage. Donc on lui offre la nationalité plus un boulot en tant que sapeur-pompier. Vous saluez, vous? Bah déjà moi j'ai été choqué par les images et comme tout le monde j'ai vu Spider-Man arriver à la rescousse d'un pauvre enfant. Je me suis vraiment cru dans un film Spider-Man quand j'étais petit, vraiment. Et il manquait que la cape et le héros là était noir et pas blanc, aux yeux bleus. Donc ça c'était impressionnant. Après bon, prendre un peu de recul et quelques heures après cet événement, Emmanuel Macron il a salué comme la plupart des Français, mais je pense que Emmanuel Macron il a surtout pensé
à sa cote de popularité qui était en baisse. Il a vu que l'opinion publique était vraiment, on va dire, séduite par le geste héroïque de Mamoudou. Et il y a forcément, c'est un politicien, et hop, dans son agenda tout de suite, je reçois Mamoudou, je lui donne les papiers, j'ai fait une petite allocution en lui disant qu'en plus de ça, il aura non seulement ses papiers, mais en plus un taf. Ok, mais pas un seul mot sur tous les autres. Mamoudou. Ah, on est en train de vous perdre, oui. Voilà, pas un seul mot sur les autres. Bon, visiblement, vous nous faites le coup de la panne, là, Abdelhafid. En tout cas, on a bien compris vos propos. Alors, qu'est-ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, Damien? Alors, 86% félicitent la naturalisation sur Twitter et 93% donc sur Facebook. D'accord, donc c'est en majorité, en tout cas, bon nombre d'entre vous félicitent, saluent ce geste d'Emmanuel Macron de lui de lui octroyer donc la nationalité française pour Mamoudou Gassama et de lui offrir aussi ce boulot de sapeur-pompier. Damien, t'en penses quoi, toi? Cher Christophe. Bah, évidemment, on peut pas être contre cette naturalisation. On avait tous envie qu'il soit naturalisé. Oui, mais les autres, parce qu'il est humain et qu'on souhaite que effectivement il ait sa chance et son droit à vivre parmi nous. Ce qui est malheureux, c'est que tout comme on a eu l'effet avec le décès tragique du gendarme Beltrame, on a besoin d'ériger des hommes en héros. Politiquement, d'en faire ce qu'on appelle des méta-humains, c'est comme ça que les sociologues les appellent, c'est-à-dire des gens un peu avec un courage, une force supérieure, pour entre guillemets donner de l'espoir et faire rêver les gens. Et ça, c'est un miroir de notre société. C'est parce que aujourd'hui, on a tous peur de l'avenir, parce que l'avenir est sombre sur le plan politique, économique, parce qu'on est en manque de leaders, on ne se sent pas protégé par nos responsables politiques aujourd'hui, et donc à défaut de remplir leur boulot de leader, ils érigent des héros pour entre guillemets rassurer le quotidien et nous donner de l'espoir. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, on travaille sur l'illusion. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas courageux ce qu'il a fait. C'est génial, on a tous vu les images. Mais on va produire des effets d'illusion pour donner l'impression aux gens que tout va bien. Et ça, c'est très grave. Et enfin, la dernière chose, et ça c'est terrible, il y a un blog afro qui a une page Facebook qui a beaucoup fait rire tout le monde ce matin, montrait une image où on voyait des migrants en bas d'un immeuble qui regardaient en haut de l'immeuble et qui patientaient tous, et la légende disait ils sont tous en train d'attendre qu'il y ait un bébé accroché à un balcon pour pouvoir escalader. Et donc la légende sous-entendait donc que si c'est le seul moyen qu'ils sans papiers ont pour pouvoir gagner la nationalité française, ils tenteront de la saisir. Alors, reconnaissance envers un héros national ou bien hypocrisie politique. Les associations, en tout cas d'aide aux migrants, dénoncent une récupération éhontée de la communication et de l'affichage, rien de plus, selon Jean-Claude Mag, le secrétaire général de la CIMAD, notamment. D'accord ou pas avec lui? Parce que on peut se poser la question, les autres migrants là, parce qu'on parle de lui en tout cas comme un migrant, c'est quoi? C'est en ce qui les concerne. Effectivement. Il faut déjà se rappeler de quelque chose, c'est que ce gouvernement qui vient de naturaliser Monsieur Gassama, c'est le même gouvernement qui a refusé d'apporter une grâce à Cédric Herrou. Donc d'un côté, on avait un criminel qui aidait des migrants, et enfin des migrants, des sans-papiers, des réfugiés, etc., des exilés, et de l'autre côté, on a donc un exilé qui se fait distinguer, sauf que celui-ci, comme il est au bénéfice d'une récupération politique, il obtient les grâces de l'État. Oui, alors vous en pensez quoi, vous 01 40 33 9000? Est-ce que vous saluez ces gestes d'Emmanuel Macron? On peut même aller plus loin. Est-ce que ce geste est pour vous et selon vous une récupération politique de la part d'Emmanuel Macron? Aladji, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Cher invité. Bonsoir. Bonsoir Aladji, vous nous appelez d'où? D'Orléans. D'Orléans, alors, qu'en pensez-vous Aladji? Moi je pense que ce qui est choquant, c'est que, je sais si vous vous souvenez, les deux Américains qui ont sauvé dans le Thalys. Oui. Ils ont été décorés au plus haut grade de la nation, mais personne n'a même pas polémiqué. Ouais. Mais pourquoi à ces moments où on polémique, on en parle, c'est pas normal? Non, le gars, je savais que ça fait partie de son ADN. C'est l'ADN qui a parlé. Donc, oui, à ce moment, il a pensé à sauver le petit. Ça, personne ne le remet en cause. Ce qu'on peut remettre en cause, c'est éventuellement le fait que Emmanuel Macron puisse faire de la récupération politique après derrière.
Non, moi je pense pas que ça soit une récupération politique dans la mesure où les deux Américains qui ont fait un geste dans le Thalys pour sauver des vies, on n'a même pas parlé de récupération politique ni quoi que ce soit. C'est tout à fait normal, c'est des héros. Et tout. Les hommes, on ne cherche pas, ça vient naturellement. Mais monsieur, les hommes qui vivent dans le foyer avec monsieur Gassama, eux, ils n'auront pas la nationalité française. Donc ça veut bien dire que ce qui a différencié monsieur Gassama de ses compagnons dans le foyer sans papier, c'est que lui a eu un acte héroïque. Et donc ça donne un sens inquiétant sur notre société. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'accomplit pas des actes extraordinaires qui nous mettent au-dessus des autres, eh ben on n'a pas le droit de devenir français. On revient à cette vision. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que c'est sa chance. Chacun a sa chance après. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la chance qui parle. Parce qu'en fait, moi, je suis pour qu'on régularise tous les cas. Hein. Je suis pour ça. Parce que moi, j'ai été dans ce cas, je sais bien de quoi je parle. Je l'ai vécu. Félicitations. Je l'ai vécu. J'ai été retourné en rétention pendant 12 jours. Et j'ai été retourné au Sénégal, c'était pire moi. Et 6 ans j'étais bloqué au Sénégal et pourtant je suis revenu. Bon, et donc alors. Mais donc ça ne règle pas le fait que, au-delà du fait que lui il a eu sa chance, et on est très heureux pour lui, je pense tous, parce qu'il a fait quelque chose de formidable et il méritait aussi une décoration en plus de sa naturalisation. Merci beaucoup, c'est ça que je me dis, on devait même le donner la plus haute grade de la nation. Mais oui, on aurait dû lui donner une distinction, ça il a mérité, pour le coup on lui a pas donné. Vraiment mérité. Et on l'a donné à Lassana Bathily qui a sauvé les gens dans l'hypercachère. Oui. Il a eu une distinction alors qu'il était également sans papier, et là on ne l'a pas donné. Alors que pour moi, on est au même stade d'héroïsme. La différence, c'est que d'un côté on avait une violence politique. Je suis désolé, même Gassama, il a encore fait mieux parce que Gassama c'est un gamin de 4 ans qui sait pas se défendre. Suspendu. Ouais. Vous imaginez? Gassama, son acte est plus que héroïque. Il mérite toutes les distinctions de la nation. On est d'accord, c'est ce qu'on appelle les héros du quotidien et qui malheureusement, il y en a beaucoup d'autres des Gassama. Je suis d'accord. Franchement, ça je suis d'accord. Même moi qui parle, moi j'ai sauvé une vie humaine. Je disais ça à ma femme et rigolait, et pourtant personne n'en a parlé. J'ai sauvé une vie humaine. Mais bien sûr. Le mec était en train de se faire lyncher à la gare. J'étais le seul à intervenir. Ouais. Ah, ça c'est respectable. Ouais. Bien sûr. Bah oui. Ouais, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein, des hommes courageux. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que des héros du quotidien, ils sont très nombreux. Et celui-ci, Gassama, il a eu une chance, et on est très heureux pour lui, c'est qu'il a été filmé. S'il y avait même eu personne pour le filmer, bah, il aurait pas été naturalisé. Ouais. Non, c'est mon cas. Moi, j'ai pas été filmé. Eh ben voilà. J'ai pas été filmé. Bon, merci en tout cas. J'ai sauvé un gamin de 14 ans. Merci Aladji en tout cas pour votre appel. Je vous en prie, c'est moi-même. Félicitations. Bonne soirée. Bon Ramadan à tous. Merci Saraf Tolok. Barakallahu fik. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Votre avis nous intéresse bien sûr parce que c'est votre émission, parce que c'est votre show et que la liberté s'opère au quotidien dans cette émission. 01 40 33 9000. Saluez-vous le geste de Emmanuel Macron envers Mamoudou Gassama concernant donc le fait qu'il lui ait donc donné la nationalité française et qui lui est même proposé d'ailleurs un boulot en tant que sapeur-pompier de Paris. Pourtant, on n'y rentre pas comme ça à Paris, hein. Enfin, sapeur-pompier. Alors, il va faire évidemment la formation, hein, évidemment. Il va pas être pompier demain. Quoi qu'il en soit. Il va être en service. Il va être en service, voilà. Oui. Vous pouvez nous donner votre avis. Saluez-vous ce geste de Emmanuel Macron. Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel, ainsi que en nous appelant au 01 40 33 9000. Bien entendu. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour Christophe, je voudrais intervenir. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour. C'est Fatia de Sevran. Bonjour Fatia de Sevran, vous êtes en direct ma chère Fatia. Alors est-ce que vous saluez le geste de Emmanuel Macron concernant la nationalité française qu'il a donnée à Monsieur Gassama? Bien évidemment, je salue le geste et je le remercie pour tous ceux qui espèrent cette fameuse nationalité. Les pauvres, quoi il faut il faut faire des choses normalement qui sont censées être naturelles. Aider son prochain, c'est dans les gènes normalement. On n'a pas à être félicité forcément pour ça, mais normalement on en arrive on est dans un monde où maintenant on félicite ceux qui sauvent, ceux qui font leurs actes, quoi, l'acte citoyen, je sais pas comment on appelle ça, voilà, quoi.
Mais c'est tant mieux pour Acte de lui. bravoure. Moi, je serais lui, j'en profiterais à la mort. Je demanderais un appart, je demanderais. Franchement, parce qu'en fait, malheureusement, c'est ça le truc, c'est qu'on peut pas. Il a eu cette chance, il a eu ses papiers, il a eu un boulot, il a eu, je sais pas, j'ai entendu dire qu'il avait eu peut-être un appartement sur Montreuil ou je ne sais quoi. Après, les gens ils parlent beaucoup, mais effectivement, moi je serais lui, j'en profiterais à la mort. C'est bien ce qu'il a fait, il n'y a pas de raison, il l'a fait même Fisabilillah, il l'a fait gratuitement et il attendait rien en retour. Ouais. Je pense même pas qu'il ait pensé à ça en faisant son acte, mais maintenant qu'il voit les répercussions que ça a, il devrait en profiter grave, écrire un bouquin, j'en sais rien, comme certains font en fait, ils profitent de certaines occasions pour pour monter, pour se faire remarquer. Bah il y a pas de raison que lui n'en profite pas. Donc je l'encourage fortement, si quelqu'un m'entend et qui le connaît, à ce qu'il en profite à la mort. Bon, voilà. Merci beaucoup. Attends, Christophe, oui. attends, je voulais juste dire une autre petite chose. Et là, par contre, c'est pas par rapport à lui, c'est plutôt, en fait, nous, en tant que Français, on est né en France, on est né ici, on a grandi ici. Si nous, on sauve quelqu'un, on a déjà nos papiers, on nous donne quoi, en fait? Ah, je sais pas, t'es décoré, chevalier, de je sais pas quoi. Il pourrait dire que c'est injuste parce que lui on lui donne ses papiers s'il n'en a pas, mais bon, un Français de souche, lui on lui donne quoi en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner, Damien? Un Français grand de souche. merci, hein. Mais pour moi, le signal, enfin, on est tous très heureux pour Gassama, vraiment. C'est une très belle histoire, mais le problème, c'est que les politiques s'en servent pour raconter des histoires. Et c'est là pour ça que lui aussi, il faut qu'il s'en serve. Ah, mais oui, il faut qu'il s'en serve. Que lui aussi, il écrit son histoire. C'est bien, on est pas totalement des d'accord. gens à être des gratteurs professionnels. Mais Vas-y. non, mais on est totalement d'accord. Il faut qu'il en profite pour raconter son histoire. Franchement, c'est pas Mais être je gratteur plaisante, professionnel, mais Fatia. malheureusement, on en est arrivé là. C'est le monde qui veut ça. Voilà, et c'est ça. Le monde, il veut ça. Donc, et c'est ça que je critique en fait, c'est de dire qu'en fait le signal envoyé est mauvais, c'est de dire à tous les pauvres gars du foyer où était Gassama, dire vous aurez pas les papiers, si vous voulez les avoir, et ben vous avez qu'à escalader un immeuble de 4 étages à main nue, il faut qu'on vous filme. Ils les auront d'une manière ou d'une autre, c'est pas la peine d'en arriver là quand même pour avoir ces papiers. Mais bien sûr que non. Bon, l'espoir fait vivre. Après, on se dit, au moins, si je fais quelque chose de bien dans ce pays, je serai remercié. Donc, tant mieux. Si quelqu'un a cette chance, après, c'était son destin. Voilà, il y a là, ça fait 15 ans, ils sont là, ils galèrent. Lui, il est venu et voilà, il a fait cet acte en 2 jours, il les a eus et puis voilà, stop pour la ligne. Fatia, c'est toi qui. Moi, je le félicite. Hein. C'est toi qui te fais klaxonner, Fatia? Non, c'est à côté. Ah, c'est le bazar, hein, dis-moi. Hein. Non. Bon. Non, je vous assure, c'est pas Fatia, qu'est-ce qu'on mange ce soir à la maison? On mange des petits pois avec des courgettes farcies à la viande hachée et des paupiètes de veau. Pas de soupe. Voilà. Non, moi je fais un plat, je fais un seul plat. Je suis pas. En fait, quand je fais la soupe, je la fais avec les feuilles de brique et la feufla. Nous on dit feufla, les poivrons là. Je fais que ça. Et sinon, si je fais pas de feuilles de brique, de soupe et de feufla, en fait je fais un plat principal et c'est tout avec toutes les petites choses à côté. Mais il y a un seul plat principal. Moi pendant le Ramadan, machallah, et je conseille tout le monde de faire pareil. C'est le mois qui me coûte le moins cher. Hein. Ah bon? J'économise, oui, je fais un seul plat au lieu de 4 par jour et voilà, je fais vachement d'économies. Bon, c'est quoi les feufla alors? Ça vient d'où ça? La feufla, c'est le poivron, c'est algérien. Ouais, non, mais feufla, ouais, mais ça vient de quel quartier? Je sais que ça vient d'Algérie, mais de quel endroit? L'Ouest. L'Ouest, d'accord. Parce que feufla, c'est l'Ouest. Ouais, ok. Voilà, parce que. Oran. Bon, merci beaucoup. Wahalan. Merci beaucoup. Merci Fatia. Bonne journée. Merci. Sahabtolkom à tous. Bonne continuation et au plaisir. Au plaisir, merci beaucoup. En tout cas, vous continuez à nous appeler pour nous donner votre avis sur le geste d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous le saluez, ce geste? Vous nous appelez 01 40 30 39 000. Vous répondez à la question du jour sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel. On va parler de la gestion du stress dans un instant en période d'examen avec Myriam, coach scolaire à suivre. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. LGF, le show qui vous parle, le show, pour vous, mesdames, messieurs, 01 40 30 39 000. Ah, une petite nouvelle qui risque d'en intéresser plus d'un, qui vient de tomber dans l'actualité, mon cher ami Damien. Oh, une belle nouvelle. Ah ouais, c'est Eric Woerth, dans l'affaire libyenne, qui est mis en examen pour complicité de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.
Voilà, ça c'est une info quand même. Eric Woerth condamné. Enfin, mis en examen, pardon, pas condamné. Finalement, il avait pas... Ah si, il avait été condamné avec sursis pour l'affaire des hippodromes de Compiègne. Oui. C'était il y a 2-3 ans, et d'ailleurs ça m'avait irrité parce que suite à sa condamnation, tu sais, c'était l'affaire Bettencourt, dans le même moment. Donc il était en plein cœur du scandale, il s'est mis en retrait, il a disparu des radars, et il est revenu en force en politique l'an dernier. Et je me suis dit, quand même, il est bien culotté, hein. Ouais. Après tout ce qu'il avait eu. Donc, mis en examen en tout cas dans l'affaire libyenne et dans le cadre de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Momo est avec nous, salut Momo. Oui, bonjour à tout le monde, merci pour tout ce que vous faites. Momo. Je suis content moi pour le petit gamin là qui a escaladé et tout ça. Bon, c'est des nouveaux gestes pour peut-être avoir les papiers parce que il y a des portables et tout ça, moi aussi je le fais. Juste je raconte une truc vite fait. Vous savez que je suis toujours bref avec vous à cause des attentes des auditeurs et tout ça. 5 ans arrière, il y avait un match à Champigny entre Maccabi et Champigny. Il y avait des coteaux et tout ça. Et je sauvais l'arbitre de la mort. J'étais même pas remercié par le maire. Bon, il est mort, mon maire. À 57 ans, on m'a envoyé passer un concours à Pontin pour passer agent technique principal. Vous voyez comment? C'est-à-dire, il y a des coteaux, il y a tout, hein. Et j'ai intervenu et j'ai sauvé cet arbitre. Je l'ai ramené même jusqu'à chez lui. Et la voiture, je l'ai ramené 2 jours après. Tout le monde y parle, même pas une geste humanitaire. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et tout ça. Et voilà, maintenant la roue elle a tourné, chacun sa chance et tout ça. Mais quand même, vous voyez, là le monsieur, il est arrivé hier, déjà président de la République. Nous, dans la mairie et tout ça, même le maire ou les élus, ils disent pas merci beaucoup et quelque part, ça restait un peu, bon, il reste un an pour partir à la retraite. Après, Dieu merci. Voilà, c'est tout. Ce que j'en Merci Momo. Merci pour l'expérience. Vous avez tout compris. Hein. Bah oui, on a tout compris, bien sûr. Pas de problème. Merci. Les héros du quotidien sont nombreux et vous en faites partie. Tu es un héros, mon cher ami Momo. À bientôt. Tu es un héros. Allez, auditeur. De toute façon, tous les auditrices et les auditeurs de France Période 2 et du Grand Forum sont des héros. Voilà. J'ai envie de vous le dire. Allô, bonsoir. Bonsoir, j'appelle pour ce jeune homme qui a sauvé les petits. Oui, quel est votre prénom? Je lui dis bravo, chapeau. Vraiment, il a mis l'immigration en hauteur, qu'on est quand même humain et que on pense aux autres. Et puis les auditeurs, là, je vois qu'il y a un peu des jaloux, mais ils pleurent. Chacun a sa chance et wallahu yarzuqu min yabghi, min yurid. Madame, merci. Est-ce que le bon Dieu, il donne le pain à l'un et la pitié à l'autre, dites-leur. À ses auditeurs. Et puis, joyeux anniversaire pour Christophe. Ah. Comment vous savez? Vous direz, il m'a dit qu'il commencera à 4 heures. Vous ne me dites pas à l'oreille. Je l'ai dit à Nabil ou bien. Ah, c'est Nabil. C'est Nabil qui a fuité. C'est Nabil qui a fuité. D'accord, ok. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, mais je suis sportive. Bravo et chapeau, il mérite plus que ça. Merci beaucoup. Aïchek. Merci, au revoir. Donc Nabil m'a trahi, d'accord. Mais tu sais que je voulais attendre 17h pour te le souhaiter en live, et j'ai pas eu le temps du coup, j'ai été grillé. Donc on le fait maintenant. Sana helwa ya gamil, sana helwa ya gamil, sana helwa ya gamil. Ya Christophe 01 43 9000, c'est ça? 40 33 01 40 33 9000 pour te souhaiter un bon anniversaire. Oui, on va pas y passer non plus la journée. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom, monsieur? Karim. Bonjour, Karim. Bonjour. Vous appelez d'où? Ouais, bonjour. Je vous appelle de Puteaux. Bienvenue à vous, Karim. En tout cas, j'adore vous écouter. Voilà. On adore aussi vous écouter, mon cher Karim. Alors, je vous appelle par rapport à l'intervention du jeune. Moi, je suis super content pour lui, forcément. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Ce qu'il a eu, c'est extraordinaire aussi. Ceci étant, moi, c'est le comportement de notre gouvernement. Réellement, c'est un film, mais le mot est faible. C'est-à-dire, pourquoi vous dites que c'est un film? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, enfin, je vais essayer d'être rapide, aujourd'hui, on sait très bien que ces personnes-là qui traversent la Méditerranée, elles viennent en France, et on regarde autour de nous, elles sont d'utilité publique aujourd'hui, elles font des métiers difficiles que moi je ferais pas, et peut-être non plus, et c'est une forme d'hypocrisie extraordinaire, c'est qu'on l'a mis en avant aujourd'hui, et comme l'ont dit plusieurs auditeurs, c'est aussi pour moi un manque de respect pour tout le reste. Et quand je dis un film, je veux dire, je pèse mes mots parce que on le voit dans tous ces comportements, pas forcément que ce gouvernement-là, mais leur méthode, leur mode de fonctionnement.
Franchement, c'est... Moi, je vais vous dire ce qui me choque. Qu'est-ce qui te choque, C'est que il y a des associations qui font un travail formidable sur le terrain, qui ont des vrais problèmes, des réalités très difficiles à gérer, notamment ceux qui font les maraudes, ils ont des problèmes logistiques, etc. Quand ils écrivent un courrier à l'Élysée, c'est des mois avant d'avoir une réponse. Pour demander une audience à l'Élysée, c'est des mois et des mois. Et quand là, ils l'obtiennent, quand ils arrivent à l'obtenir, et là, parce que ce jeune homme qui a fait un acte formidable qu'on respecte tous, héroïque, obtient une audience à l'Élysée avec un faux Macron qui fait semblant d'être BA alors qu'en fait il en a rien à faire de ce monsieur. On est là pour le storytelling, les photos, la caméra, et lui accorde une audience d'1 heure pour raconter pourquoi vous voulez histoire. pas lui accorder un peu d'humanité à cet homme-là? Mais non, mais on est ravis, mais on est juste furieux que Emmanuel Macron, pris en otage par la viralité des médias et l'engouement qu'ont eu les Français pour ce monsieur, pour son héroïsme, disent bon bah là je vais être obligé de me bouger, je vais être obligé de faire un petit effort et du coup l'accueillir à l'Élysée, mais comptez pas sur moi pour accueillir les autres. En gros c'est ça. C'est super ce que vous dites, parce que il y a plusieurs éléments qui sont vraiment bien ciblés. C'est l'utilisation des médias, quelle force ils ont. On l'a vu, ils sont capables de projeter un inconnu il y a 48 heures en rendez-vous présidentiel. Exactement. Extraordinaire. Donc ils font ce qu'ils veulent en fait, les médias, si je comprends bien, Karim, c'est que dès que les médias veulent faire de quelqu'un un héros, les politiques sont obligés finalement de suivre derrière. De quelqu'un, d'une communauté. C'est extraordinaire, c'est un exemple flagrant. Moi, c'est tout. Après, ce jeune homme, je m'en veux même d'en parler comme ça, parce que franchement, ce qu'il a fait, c'est super. On est d'accord. C'est le bonheur du monde. Mais voilà, le fait, et c'est pour ça que je reviens sur le mot film. C'est vraiment, et voilà, et là on a utilisé plusieurs facteurs qui expliquent en fait, voilà, bon. En tout cas, je vous merci Karim pour votre appel. Franchement, je vous kiffe, et c'est des moments, je suis itinérant dans mon métier, et quand j'ai des petits moments, je vous écoute, et très honnêtement, c'est vachement objectif, et on essaie, Karim. Je sais pas ce qu'en pensent d'autres, moi ça me correspond super bien, et voilà. Vous faites quoi dans la vie, Karim? Je suis ingénieur. Ouais. Beau gosse. Ingénieur en solution d'impression informatique. Voilà. Un truc qui fait bien mal à la tête. Okay. Merci beaucoup. Bonne soirée, Sarah Aftolo, Karim. Merci, Sarah Aftolo. À bientôt. Ciao. 01 40 33 9000. On va parler maintenant d'examen et de stress en période d'examen. Et dans le grand forum, maintenant, nous accueillons Myriam qui est coach coach scolaire. Bonjour Myriam. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Et nous allons parler, Myriam, avec vous d'un sujet qui est ô combien d'actualité, puisqu'il s'agit de parler du stress, et en particulier de la gestion du stress en période d'examen, Myriam. Oui, tout à fait Christophe. Aujourd'hui, je vais livrer quelques conseils pour aider les jeunes à appréhender cette période d'examen et de partiel en gérant au mieux leur stress. Alors tout d'abord, il faut distinguer deux stress. Le bon stress qui permet de rester motivé et qui donne envie d'agir, et par contre le mauvais stress qui engendre une panique et un blocage. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aider nos jeunes à surmonter ce stress qui peut engendrer un blocage. Donc tout d'abord, donc il y a plusieurs conseils. Tout d'abord, avoir une bonne préparation en amont. Donc avec une méthode de travail et de révision efficace, comme je l'avais évoqué dans ma chronique la semaine dernière. On peut prendre l'exemple du marathonien qui arrive confiant le jour J s'il s'est bien entraîné auparavant. Ensuite, maintenir un bon équilibre sur le plan physique, avec un temps de sommeil préservé et également des moments d'activité où on se dépense et on s'aère l'esprit, avec pour objectif de se décharger du trop-plein de tensions accumulées. Ensuite, quelques jours avant l'épreuve, si possible, se rendre sur les lieux où se déroulera l'examen. Cela permet d'être en terrain connu le jour J. Et s'il s'agit d'un examen oral, l'idéal est de s'entraîner dans des conditions réelles, avec des amis ou la famille qui peut constituer le jury, éventuellement le public, et pour cela également se filmer, pour ensuite ajuster les éléments relatifs au non-verbal. Ça peut être la posture, la position, le regard, donc tous ces éléments qui pourraient trahir un stress ou un inconfort et qui sont très importants lors d'une épreuve orale. Et enfin, le jour J, positiver, se montrer bienveillant envers soi-même et accepter ce stress qui arrive, se dire que c'est une réaction normale de l'organisme. Ensuite, il y a des exercices de respiration abdominale qui sont très efficaces pour faire baisser ce stress. Et enfin, ne pas se précipiter sur sa copie,
prendre le temps de lire plusieurs fois le sujet et laisser passer ces premiers instants de stress intense. Et enfin, un dernier mot, Christophe, pour nos jeunes ou nos élèves qui sont sujets à un stress paralysant, avec des manifestations parfois spectaculaires. Donc parfois ils oublient tout, ils n'arrivent plus à s'exprimer, ils ont des douleurs intenses ou des vomissements. Donc il se cache parfois derrière ces manifestations une peur intense. Ça peut être la peur d'échouer, ça peut être la peur de décevoir ses parents, ou parfois même la peur de réussir et de passer au niveau supérieur. Dans ces cas, le mieux est d'en discuter avec ses proches, éventuellement un professionnel, afin d'identifier les causes et d'apaiser les craintes. Voilà pour mes conseils aujourd'hui. Des conseils absolument magistraux qui sont très intéressants et qui peuvent évidemment aider ceux et celles qui sont en période d'examen en ce moment. Ma chère Myriam, c'est pas en tout cas pour rien que vous êtes intervenue aujourd'hui, bien au contraire. C'est parfait. Écoutez, je vous remercie. Et puis pour terminer, je dis à tous nos auditeurs, nos jeunes auditeurs, faites-vous confiance. Yes, you can. Pour reprendre une célèbre phrase. Absolument. Et quelle célèbre phrase. Merci beaucoup Myriam. Sahaf Tolek. Merci Christophe. Sahaf Tolek également. Et à bientôt pour une prochaine chronique. À bientôt, Inch'Allah. Et nous prenons, mon cher ami Damien, la direction de Gaza parce que à Gaza, ça chauffe depuis hier soir, effectivement. L'armée israélienne a bombardé une nouvelle fois la bande de Gaza. Le Hamas a répliqué. Nous sommes en ligne et en direct de Gaza avec Ziad Bedouk. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Alors, quelle est la situation à l'heure où nous parlons? Parce que d'après les informations que nous avons, le Hamas aurait répliqué à une intervention de l'armée israélienne hier dans la bande de Gaza en envoyant pas moins de 114 missiles sur Israël. Écoutez, c'est pas le Hamas, mais c'est toutes les factions palestiniennes qui ont riposté ce matin. D'accord. Et ça, c'est la première fois depuis la fin de l'offensive militaire israélienne 2014. C'est la première fois que toutes les factions palestiniennes de Gaza ont riposté, a répondu au massacre israélien. Sachez que depuis le début de mai, il y avait presque 80 morts palestiniens. 65 lors d'une journée sanglante le 14 mai, je rappelle, 2018. Et avant-hier, il y a eu 3 morts du djihad islamique. Hier, il y avait un membre de Hamas qui a été tué suite à des bombardements israéliens. Et ce matin, donc, les forces de résistance, les factions palestiniennes, ils ont décidé de résister parce qu'il y a beaucoup de pression populaire, parce que c'est vrai, les manifestations étaient jusqu'à maintenant violentes, mais la réponse israélienne était toujours une réponse violente. Et depuis 2014 jusqu'à 2018, il y a plus de 300 morts palestiniens. Et malgré ça, donc, les forces palestiniennes, les factions palestiniennes, ils ont respecté la trêve, jamais respectée par les forces d'occupation israéliennes. Et entre 2014 et 2018, malgré donc les bombardements israéliens, les incursions, les attaques sanglantes, donc les attaques et les massacres israéliens, les factions palestiniennes, donc il a laissé l'occasion à la population civile, à la société civile de manifester donc d'une façon populaire, pacifique, non violente, mais avec cette occupation aveugle. Donc il y avait beaucoup de pression populaire et beaucoup de pression de la part des partisans. Alors, Ziad. Donc ce matin, la résistance a répliqué. Il y a eu 113 roquettes et missiles tombés sur les localités israéliennes autour de la bande de Gaza. Et seulement 14 ont été interceptés, hein, c'est ça, vous nous confirmez? Oui, c'est ça. Donc, parce que c'était une surprise, parce que les forces d'occupation israéliennes, elles pensaient que ils vont continuer à écraser et massacrer les Palestiniens, sans oublier que les factions, donc, ils n'ont pas répliqué. Et donc, c'était une grande surprise. Et donc, les forces d'occupation israéliennes n'attendent pas donc cette réponse. Et ça continue jusqu'à maintenant, parce qu'il y a même pas 3-4 minutes, il y avait un bombardement dans la ville de Gaza. Donc, sachez qu'il y a 75 raids israéliens depuis ce matin, 7 heures du matin. 75 raids. 18 heures. Ouais. 75 raids israéliens partout dans la bande de Gaza. Heureusement qu'il n'y a pas de blessés, mais l'avantage que les factions palestiniennes, toutes les factions de résistance, ils sont en train de répliquer et par des missiles, par des roquettes. Et ça montre un peu que les Israéliens, l'armée de l'occupation, il a compris
et n'est pas en train d'affronter seulement une population, mais derrière, il y a des résistants, il y a des factions qui, voilà. Donc, un autre événement, donc, c'est Est-ce qu'on entre finalement dans un nouveau cycle, j'ai envie de dire, de violence, Ziad? Est-ce qu'il faut le craindre? Écoutez, il faut attendre ce soir, donc, parce que souvent, les bombardements se font toujours le soir, donc, c'est pour cela, les Palestiniens de Gaza craignent une nuit sanglante, une nuit très chaude, donc une nuit difficile. Donc jusqu'à maintenant, les raids israéliens sont autour des lieux donc vides, des terrains vides, mais tout souvent les bombardements israéliens se font toujours le soir. Donc c'est pour cela, je pense qu'il faut attendre aujourd'hui, ce soir, si tout va bien. Donc s'il n'y aura pas d'autres bombardements, je pense qu'il y aura une accalmie. Et s'il y aura des bombardements, je pense qu'il y aura une nouvelle escalade. C'est toujours la responsabilité à ces forces d'occupation qui sont en train, devant le silence complice de cette communauté internationale officielle, ils sont en train d'écraser, de massacrer, de tuer les Palestiniens, et personne ne dit rien au niveau international. Un autre événement très important aujourd'hui, c'est un bateau. J'allais vous en parler. Vous posez la question, Ziad, à propos de ce bateau qui est ou devrait partir de Gaza pour. Il est déjà parti, oui. Il a été arraisonné normalement. Non, il a été arrêté. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce bateau? Il est parti cet après-midi à 13h, mais il était arrêté à 17h. Il y a 1 heure par la marine israélienne. Donc, il y a eu 17 blessés et étudiants. Donc, c'était une façon symbolique de la part de la société civile palestinienne. Donc, ils savaient que mais ils ont pris le courage. Donc, il y avait 4 petits bateaux, donc, pour briser le blocus israélien. Mais après 1 heure, donc, leur destination était Chypre. Donc, mais quand ils sont arrivés, avant, les eaux internationales, ils ont été interceptés par la marine israélienne. Ils ont été guidés au sud d'Israël, et je pense demain après-demain, ils vont retourner à Gaza. Mais c'est une façon symbolique de la part de la population gazaouite qui vit en blocus israélien uniquement depuis plus de 12 ans, de montrer que ça suffit, ce blocus. Il faut pas oublier que les étudiants, ils ont perdu leur bourse. Les malades, il y a beaucoup de malades qui sont morts, des patients à cause de leur interdiction de sortir de Gaza. Je pense que les Palestiniens, après la réussite de cette marche de retour, même avec un bilan très lourd, les Palestiniens sont en train de développer d'autres formes de résistance, et toutes les formes de résistance, y compris la résistance militaire et armée, ce sont des formes légitimes pour arrêter les crimes israéliens et pour dire assez de crimes israéliens contre les civils palestiniens. Alors tiens, puisque je vous tiens, Ziad, faire réagir avec un sujet que j'avais mis sur la table et que les éditeurs évidemment vont pouvoir commenter. Israël veut priver les prisonniers palestiniens de la Coupe du Monde de football qui se déroulera, vous savez, bientôt en juin prochain. Ce sont pas moins de 6500 prisonniers qui sont là concernés. C'est le ministre israélien de la Sécurité intérieure qui compte punir donc les prisonniers palestiniens en raison du refus du Hamas. Et c'est là peut-être que vous allez nous apporter des informations, de livrer à Israël 2 civils encore entre leurs mains, et également ainsi que 2 dépouilles de 2 soldats tués en 2014. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement il y a 2 civils israéliens qui sont toujours détenus par le Hamas? Écoutez, bien sûr, il y a des prisonniers. D'ailleurs, il y avait des négociations pour arriver à un accord entre la résistance palestinienne, donc représentée par le Hamas dans la bande de Gaza, et via la médiation égyptienne avec le gouvernement israélien, pour libérer donc ni moins 1000 prisonniers palestiniens contre les débouilles de 2 soldats tués et 2 Israéliens détenus depuis 2014 par la résistance palestinienne. Mais je pense que les mesures israéliennes contre les prisonniers palestiniens, ils sont pas nouvelles, parce que sachez que cette année depuis le début de mai, donc il y avait le melon et le pastèque, donc 2 fruits qui ont été interdits il y a 13 ans, donc 13 ans que les prisonniers palestiniens ne mangeaient pas ces 2 fruits, mais seulement cette année qu'ils ont eu la chance de l'avoir mangé, pour montrer un peu. Et il faut oublier que les prisonniers sont privés de regarder les chaînes donc internationales. Donc il y a beaucoup de mesures donc contre les captifs, contre les prisonniers palestiniens. Ça montre un peu la mentalité et la politique agressive
de ce gouvernement d'extrême droite israélien contre, voilà. Mais pour revenir sur donc il y a une autre décision, c'est interdire donc aux prisonniers, aux 6500 prisonniers qui sont toujours derrière les barreaux israéliens, de regarder les matchs de foot. Ouais. Et donc c'est une nouvelle pression israélienne. Mais je pense que avec leur volonté, avec leur patience remarquable, les prisonniers, ils vont continuer leur résistance, leur patience jusqu'à leur libération. En tout cas, il va devoir changer les règles, parce que les prisonniers, évidemment, ont le droit de regarder la télé, et le ministre compte bien faire changer les règles au plus vite pour justement les interdire d'ici le 14 juin, qu'ils ne puissent pas regarder la Coupe du Monde de football. Voilà, bienvenue dans la plus belle démocratie du Moyen-Orient. Merci beaucoup Ziad, je pense qu'on va être malheureusement amené à se rappeler. Pas pour se dire bonjour, mais pour peut-être des nouvelles donc concernant Gaza. Merci beaucoup Ziad, en tout cas pour France Maghreb 2. À bientôt. Bon après-midi. Merci, au revoir. Ziad Medouk, voilà pour la situation à Gaza. Préoccupante cette situation, puisque les factions palestiniennes, vous l'avez entendu, ont décidé de répondre en envoyant pas moins de 113 missiles ce matin sur Israël. 14 d'entre eux ont été interceptés. Il y a eu un blessé et un blessé très grave côté israélien. Et voilà, donc on suivra ça de près, puisque la réponse, selon Ziad, vous retenez l'information qu'il nous a donnée, 75 bombardements depuis ce matin, en réponse donc de la part d'Israël dans la bande de Gaza. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, chère madame, quel est votre prénom? Madame Mbarki. Bon, votre prénom, ça me suffira, prénom. C'est Malika. Malika, bonsoir. Est-ce que vous pourriez baisser légèrement la radio, s'il vous plaît, Malika? Ah, pardon, je vais éteindre. Voilà. Oui. Malika, vous nous appelez d'où? J'appelle du Havre. D'accord, on vous écoute, chère Malika. Voilà, c'est Christophe. C'est moi-même. Voilà, bon anniversaire à l'avance. Merci beaucoup. Non, c'est pas à l'avance, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup, Malika. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que j'ai appris que c'était... oui, c'était aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est hier, on vous a averti. C'est la première fois Qui que vous a dit cette radio. Ouais. Et ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir. Eh ben, c'est gentil, Malika. Voilà, je téléphone au sujet de l'héros là qui a sauvé le petit gamin. Monsieur Gassama, oui. Oui, ben je pense que c'est un truc qu'on n'a même pas besoin de faire des remarques. On le fait sans qu'on soit des héros, sans que je sais pas comment dire. نقولها لك بالعربية. كنديروا هذا الشيء في سبيل الله ولو يكون كيف ما كان نوعه سواء n'importe quelle religion, n'importe quelle nationalité, on peut intervenir pour un truc pareil. Bien sûr, ouais. Sauf que voilà. Bon, effectivement, il y a peut-être un peu de récupération politique. C'est pour ça qu'on se pose la question. Voilà, c'est tout. Parce que c'est pour faire la pub et pour faire les trucs comme ça. Ouais. Peut-être ce jeune homme-là, il l'a fait sans arrière-pensée, sans qu'il pensait à ses papiers ou à quoi que ce soit, le pauvre. Je pense pas qu'il ait pensé à ses papiers en grimpant sur l'immeuble, ça c'est clair. Ouais. Voilà. Merci Malika pour votre avis et bonne soirée à tous. Bonne soirée ma chère Malika. Bon Ramadan à tout le monde et merci beaucoup Christophe et à bientôt Inch'Allah. Dans un instant mon cher Damien, on va reparler de l'affaire Tariq Ramadan parce qu'il y a quand même quelques éléments qui arrivent. Oui. Ouais, et pas des moindres d'ailleurs. Aïnda Ayari qui a changé encore apparemment sa déposition. Oui, il n'y a elle pas serait plus fait violer dans un hôtel en particulier, mais dans un autre, le jour c'est plus le même. Enfin bon, voilà, ça a un peu changé. Du coup, Sabrina Artiste nous a fait un avis tranché et qui signe son retour évidemment dans un instant que vous écouterez Sabrina Artiste Gassim pour son avis tranché sur l'affaire Tariq Ramadan. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Bonjour. Quelques conseils diététiques seraient judicieux pour éviter une hypercholestérolémie. On distingue surtout deux types de cholestérol. Le mauvais cholestérol, les LDL, qui ont tendance à déposer le cholestérol en excès dans les artères. Et le bon cholestérol, les HDL, qui récupèrent le cholestérol déposé dans les vaisseaux et le ramènent au foie. Il faut savoir que le cholestérol n'est pas lié à la quantité de graisse ingérée, mais à leur qualité. Les graisses de l'alimentation sont constituées d'acides gras qui sont de trois sortes. Les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Les sources principales de cholestérol sont les œufs, le lait entier,
les abats, foie, cœur, la charcuterie et les viandes grasses, comme le bœuf, le mouton et autres. Évitez donc les graisses d'origine animale et les graisses saturées qui peuvent être aussi cachées dans de nombreux produits industriels comme les biscuits ou les sauces préparées. Évitez aussi les aliments comme le jaune d'œuf, les abats, cervelle, rognon, foie, la crème fraîche, les œufs de poisson. Pour une meilleure hygiène, il serait préférable de consommer des graisses végétales polyinsaturées et monoinsaturées qui sont aussi riches en oméga 3. On a l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noisette. Et prendre aussi du poisson, préférez le veau, les volailles et surtout éviter de consommer de l'alcool. Sahaf Tourkom et rendez-vous demain à la même heure pour parler du Ramadan et du syndrome de l'intestin irritable. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On va parler du CFCM dans un instant, mon cher ami Damien. Puisque vous vous souvenez que l'année dernière, Emmanuel Macron, qui venait fraîchement d'être élu président de la République, était venu à Oftor du CFCM. Sauf que cette année, l'information vous la donne, il ne viendra pas. Il a envoyé au casse-pipe son Premier ministre. Alors pourquoi Emmanuel Macron ne viendra pas? Est-ce à dire que le CFCM est déjà mort et enterré, comme le voudrait, comme certaines infos le disent en tout cas, le préconisent, comme quoi de grosses annonces vont être annoncées par Emmanuel Macron. On a parlé la semaine dernière d'un consistoire qui avait été proposé et que Tarek Oubrous serait le grand imam de France. Il y a vraiment un gros changement qui se profile à l'horizon. Est-ce pour fuir les questions ou les interrogations des membres du CFCM que Emmanuel Macron ne viendra pas? On en reparle avec vous dans un instant. Mais pour l'heure, ça nous fait bien plaisir, mon cher Damien, de la réécouter, d'entendre sa voix dans le grand forum, chroniqueuse des premiers jours. Sabrina Gassim, Sabrina Artiste Gassim, qui est avec nous pour nous livrer un avis tranché qu'elle nous a envoyé, tout frais là, sur l'affaire Tariq Ramadan et sur les nouveaux rebondissements. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y! Ce matin, je suis tombée sur un article concernant l'affaire Tariq Ramadan où Hind Ayari évoque finalement un viol le 26 mai 2012, soit 2 mois après la date qu'elle avait d'abord énoncée. De plus, elle ne le situe plus du tout au même endroit, mais à l'hôtel Crowne Plaza dans le 11e arrondissement de Paris. Une inconstance dans ses déclarations qui irrite l'avocat de Tariq Ramadan. En parallèle, la demande de remise en liberté le 22 mai a été rejetée, mais également, encore une fois, sa demande d'expertise médicale. Alors, j'aimerais partager avec vous une pensée qui émerge en moi depuis un certain temps et qui me semble plus qu'urgente de partager, de propager et de mettre en lumière. Pro ou anti-Tariq Ramadan? L'heure n'est pas au débat, mais à un minimum d'honnêteté. La justice ne traite pas cette affaire de manière juste, amenant Tariq Ramadan à marcher avec un déambulateur, une sonde urinaire, à s'éteindre à petit feu et ne pas subir le traitement lié à sa sclérose en plaques comme n'importe quel humain est en droit de recevoir dans le pays des droits de l'homme. Il sera entendu le 5 juin par la justice française. Ma question est la suivante. Dans quel état? Le 6 juin, Hind Ayari sort un livre qui, nous nous accorderons pour la plupart à dire que victime ou pas, cet opportunisme semble plus que flagrant. Ce que cet homme aurait fait de son caleçon est une chose. Je ne parle pas de viol qu'il dément fermement, mais de ses prétendues frasques libertines. Ce que cet homme a fait pour la communauté en est une autre. Et ce que je vois ici, c'est que définitivement nous sommes totalement voués à oublier le bien, alors que nous n'avons aucune preuve du mal dont on l'accuse. S'il a eu des relations sexuelles consenties avec d'autres femmes, c'est à lui qu'il a causé du tort. Quand est-ce qu'on arrêtera cette hypocrisie qui est de vouloir sacraliser un personnage public au point de le croire asexué et exempté de défauts et péchés? On commet tous des péchés. On a tous nos cadavres dans le placard, qu'on soit public ou non. On est tous imparfaits. Certains reprochent une hypocrisie dans son discours car à côté il se doit d'être irréprochable. Mais à cette allure, personne dans ce monde ne prendrait plus jamais la parole si c'était le cas. C'est difficile, mais essentiel de savoir distinguer l'humain du personnage. Un coiffeur qui prend soin de toi et te donne les meilleurs conseils n'est pas toujours celui qui aura les plus beaux cheveux. Je sais,
Oui, je sais que c'est difficile de se dire cela car il s'agit de religion. Mais en matière de religion, justement, nous devrions nous rappeler que le seul homme parfait était notre prophète. Ceux qui prennent la parole dans nos mosquées, dans nos associations cultuelles, dans nos instituts, portent tous leur lot de culpabilité et de tort. Nous serions écœurés à l'idée d'en apprendre le quart. En réalité, nous n'avons pas à le découvrir, nous n'avons pas à exiger d'une personnalité publique qu'elle soit exempte de défauts pour légitimer qu'elle exerce ou s'exprime sur un sujet dans lequel elle excelle et qui fait évoluer nos foyers. Et je n'appelle pas cela de l'hypocrisie, non, j'appelle cela du réalisme. Ce que je trouve hypocrite, c'est de se voiler la face sur tant de choses. En réalité, on se tire une balle dans le pied à raisonner ainsi. La communauté s'est séparée en 3 groupes dans l'affaire Ramadan. Ceux qui le fustigent ouvertement prêts à lui cracher en plein visage, ceux qui le soutiennent fermement sans la moindre hypothèse d'une possible culpabilité, ceux qui se taisent. J'ai communiqué il y a quelques mois à cet effet car beaucoup voulaient connaître mon positionnement lorsque tout le monde y allait de son avis, de son jugement, de sa condamnation, de son accusation, de son innocence et de son... J'ai une amie qui l'a vu un jour et qui m'a dit que ce que j'ai communiqué n'a pas changé. Cette lapidation médiatique, quel que soit le personnage, ne fait pas partie de mes valeurs. Oui, j'ai des choses à dire. Oui, j'ai un avis. Mais je ne vois rien dans mon avis et mes propos qui n'engagent que moi être nécessaire dans cette affaire. Je suis essoufflée à l'idée de voir qu'on a vite oublié ce que cet homme a fait pour la communauté française, ce qu'il a fait de bien en public comme en privé. Non, ceci n'est pas un plaidoyer en sa faveur. Mais il m'est impossible de voir combien certains l'ont diabolisé, tombant dans cette récupération politique de certains sans même chercher à prôner les valeurs de notre République, à savoir l'égalité. Tariq Ramadan a-t-il un traitement juridique égal aux autres ? Non. C'est ce point-là qui me dérange profondément. S'il est coupable de ce dont on l'accuse, il aura la sentence qu'il méritera. Le fait de le tuer à petit feu en silence sous les barreaux et sous nos yeux à tous, avant même qu'il ne soit jugé, est déjà une condamnation de la justice. Et nous, on ne dit rien face à cette non-assistance à personne en danger. Ce que je retiens, c'est que notre communauté, qui est tellement belle, tellement forte, tellement puissante, a réussi à croire que le mythe qui veut faire de nous une communauté fragile, esseulée et sans bien commun est une réalité. Alors, ouvrons les yeux et réfléchissons, non pas avec l'émotion, mais avec la tête. Sabrina, artiste, Gassim sur France Maghreb 2 pour son avis tranché sur l'affaire Tariq Ramadan. Damien, première réaction ? C'est un très bel avis tranché. Hein. Et ouais. Je suis d'accord avec elle dans le sens où, excuse-moi Christophe, je pense qu'ils veulent le finir, ouais. Mais ils veulent le finir physiquement. Ils veulent le mettre en fauteuil et qu'on n'en entende plus parler. Qui sortent de prison enfin de prison avec ou sans une condamnation, mais ouais. qui sortent en fauteuil roulant et qu'on n'entend plus parler, quoi. Et je n'avais pas les détails de son état physique et si sa situation est telle que l'a décrit Sabrina, c'est inacceptable déjà et c'est tragique parce que finalement, comment je pourrais dire ? Oui, je suis un peu sonné en fait par l'avis tranché. Bon, il n'y a pas de quoi, enfin, il n'y a pas de quoi être sonné, parce que ce sont des éléments qu'on connaît tous, finalement, le fait qu'il soit dans un état de santé, qu'il soit en fauteuil roulant, qu'il soit, voilà, effectivement, on le connaît tous, apparemment, donc, il souffre d'une sclérose en plaques. Oui, mais les conditions d'incarcération apparemment sont compatibles avec son état de santé. Non, quand t'as une sclérose en plaques, tu finis pas en déambulateur comme ça. Ça dépend des stades de la sclérose en plaques. Non, c'est même pas un stade de la sclérose en plaques. C'est que quand tu n'es plus stabilisé, effectivement, ta situation se dégrade sensiblement. Et si effectivement il a une sonde urinaire, ça veut dire que ses conditions de détention sont inacceptables. Alors après, on admet quand même qu'il a eu un traitement particulier du fait que c'était une personnalité politique, ouais. Il a eu un quartier spécial, etc. Il n'a pas été mêlé aux détenus de droit commun. Mais si effectivement physiquement il est dans cet état-là, ça veut dire que on a volontairement joué avec sa santé. Ce qui pose problème, c'est que les accusatrices, pour au moins 2 d'entre elles, ont changé à plusieurs reprises leur plaidoirie, leurs accusations, leur dire. Et ça pose vraiment problème. Il y a une relance de l'enquête avec là une plainte qui va être déposée. Parce que comme dit l'avocat de Tariq Ramadan, je suis désolé Damien, quand tu te fais violer, tu t'en souviens généralement où ça, quel jour, etc. Hein. Mais là il y a une plainte qui va être déposée avec un dossier de preuve à charge assez impressionnant contre les plaignantes. Je crois qu'il a été révélé par Marianne hier et repris ensuite par le journal Mediapart.
dans lequel on a des preuves, que ce soit des tweets, que ce soit des lettres, des SMS, etc., qu'il y a une instabilité assez forte et un désir de manipulation de la part d'au moins 2 plaignantes que sont Enda Ayari et celle qui se fait appeler Christelle. Ouais, parce que effectivement, faut être tout à fait clair dans cette affaire. Effectivement, ce monsieur a des comportements sexuels qui sont un petit peu exacerbés, un petit peu hors du commun. Visiblement, on n'était pas dans la chambre, mais c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de gens le savaient. Beaucoup de gens le savaient, y compris des grands responsables de différentes associations qui l'ont fait travailler. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a viol, parce que je suis désolé, messieurs, dames, mais lorsqu'une femme se rend dans une chambre d'un homme, qui plus est Tariq Ramadan, généralement on va pas dans une chambre pour faire une belote, quoi. Donc voilà, je serais tenté de dire qu'il y a peut-être consentement au départ, et c'est à partir du moment où il y a effectivement la rencontre d'une sexualité un petit peu particulière, un petit peu exacerbée, que la femme là commence à dire non, et que là, à ce moment-là, le caractère de viol peut prendre toute sa signification. Mais là, encore une fois, c'est vraiment, voilà, mon avis que je partage avec moi-même. Il y a une autre charge pour laquelle on aurait pu l'accuser, c'est l'abus lié à son influence, c'est-à-dire le fait qu'il obtienne des faveurs sexuelles de par son influence. Donc on aurait pu parler d'abus de faiblesse, évidemment, au-delà de la question du viol. Et si effectivement les charges sont corroborées, alors dans ce cas-là, oui, il faut que la justice soit faite. Que la justice soit faite et qu'elle soit jusqu'à maintenant, tous les éléments équitable. Voilà, exactement. Il faut qu'il y ait une égalité. Mais là, ce qui est vraiment inquiétant, pour le coup, c'est la question de la santé. Ouais. Je le redis, tu ne passes pas d'un état relativement stable sous médication à un fauteuil roulant et sonde urinaire. Tu n'y arrives pas comme ça. Ouais. En tout cas, on va voir ce qu'en pense Yanis, qui est avec nous. Salut Yanis de Reims. Salam alaikum à tous. Donc, écoutez, ça va et vous-même? Formidable Yanis. Ça va. Et puis joyeux anniversaire, c'est ça? Merci Yanis, c'est ça. Ouais, je te souhaite la santé, tout ça, et qu'Allah te préserve, quoi. Amin, donc voilà, en fait, moi, je voulais juste intervenir avant sur le Gassouma, c'est ça, la personne qui a sauvé le petit enfant. Gassama, mais je vais revenir aussi un peu sur Tariq Ramadan, là. Ouais. Donc, écoutez, Tariq Ramadan, moi, c'était pas quelqu'un que je suivais, au niveau théologique. Donc malheureusement, il y avait déjà des casseroles qui traînaient sur lui, le voile est tombé, on va dire. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il doit être incarcéré, parce que s'il a trompé sa femme, dans ce cas-là, on enferme tout le Paris 8e, 9e et la plupart la moitié du peuple français qui trompe leur femme à longueur de journée. Donc je pense pas que ça soit un motif valable pour enfermer. Vous savez, bien, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je saisis l'occasion, saisis la perche que vous tendez. Vous savez, c'est quoi la nouvelle parade maintenant dans la communauté pour essayer de tromper sa femme, mais en toute légalité, c'est de faire des halal. Oui, non, mais ça, de toute façon, ça je le dis en passage parce que c'est absolument dégueulasse, quoi. Les gens, ils craignent plus Allah Azza wa Jal. Ouais, franchement, t'as raison. Ils savent pas ils ont oublié qu'un jour ils allaient mourir et qu'ils allaient rendre des comptes. Et que tout ce qu'ils font dans ce bas monde, de toute façon, un jour, on va être jugé pour ça. Et de toute façon, quelqu'un qui a fait un atome de bien dans sa vie le verra, et celui qui a fait un atome de mal. Et tu peux tromper qui tu veux, sauf Allah Azza wa Jal, ça c'est la première des choses. Ouais, Yanis. Et après, pour Tariq Ramadan, donc moi, comme je vous le disais, je le suivais pas trop. Il y a eu des affaires déjà cheloues à l'époque, même sa collaboration avec Tony Blair et tout, mais bon, ça c'est de la politique. Ouais. Et il faut savoir aussi que c'est Gilles Kepel quand même qui a mis Tariq Ramadan dans les médias, et on sait très bien que les médias sont pas ouverts à tout le monde, et que si t'as une tribune comme ça au quotidien, c'est que voilà, ton discours corroborait bien la pensée des médias entre guillemets sionistes, tout ça. Mais bon, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est le 2 poids 2 mesures, et des fois, je suis un peu surpris de la naïveté de tes collaborateurs quand ils parlent, voilà, les Arabes, enfin les Arabo-musulmans dans ce pays-là, les Maghrébins ne se font pas entendre, tout ça. Déjà, nous, on n'a pas les clés pour pouvoir se faire entendre. Ensuite, c'est eux qui choisissent les personnes qui mettent à la tête de notre communauté pour être nos porte-parole. Et puis là, on voit le 2 poids 2 mesures. Quand on voit, par exemple, que Morandini, lui, il a été mis en examen, il est mis en examen pour corruption de mineurs, et que Bolloré lui donne une émission sur CNews. Quand on voit que Darmanin, lui,
il est ministre, une femme s'est plaint de lui d'agression sexuelle, il est toujours là. Frédéric Aziza, lui il a carrément dit qu'il a carrément touché la femme là qui travaille avec lui à LCP, mais lui il est toujours en poste, là, il est en poste. De toute façon, il faut pas être surpris, c'est pas de la victimisation qu'on dit. Ça fait 60 ans que c'est comme ça dans ce pays. Dès que nos parents sont arrivés après la guerre d'Algérie ou après la dépendance du Maroc et tout, ça a toujours été comme ça. Et nous, les arabo-musulmans, on incarne le diable pour eux. On est leur ennemi de l'intérieur. Ils ont voulu créer un ennemi et il faut encore voir aujourd'hui. Il y a un taré, il y a une merde là qui a tué 2 policiers en Belgique. Ils se disent pas, le mec il a créé Allahu Akbar, ils se disent pas, voilà, c'est peut-être le mois du Ramadan, comment ça se fait que ce mec-là il a tiré, tout ça, tatati, tatata. Mais il y a une semaine, il y a 62 morts en Palestine avec 2400 blessés. Eux, ils ont dit que non, ils étaient en train d'encadrer la foule, c'est pas des terroristes. Voilà, il y a toujours 2 poids 2 mesures. Je sais pas pourquoi les gens ils sont surpris de cela. Alors que malheureusement ça a toujours été comme ça quoi. Merci Yanis. Merci c'est la naïveté, qui me dérange des gens et puis c'est tout. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Juste pour finir, Christophe, je voulais appeler Tarek Mami par rapport au Sayanim parce qu'il avait eu une définition faussée. Mais bon, j'ai pas pu la voir. La prochaine fois qu'il est là, j'espère que je pourrai discuter avec lui parce qu'il s'est trompé comme il dit que MBS peut être un Sayanim. Les Sayanim, ils ne sont que de confession juive et ils travaillent, ils habitent en dehors d'Israël. Donc un musulman ne peut pas être un Sayanim. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole et je vous dis à tous bon Ramadan. Merci Yanis. Et voilà, bon courage à vous. Et rendez-vous vendredi pour une émission Yanis, de fou avec un grand spécialiste historien franco-marocain, Youssef Indy, pour parler justement du sionisme parce que on a appris qu'il y avait plusieurs types de sionistes, plusieurs écoles. On va parler de la haine. Ouais, de toute façon, mais la source est la même. Comme je. Oui, non, mais d'accord, non, mais peut-être. Je vais écouter et un petit message. Les Marocains et les Algériens, arrêtez de vous faire la guerre comme des bouffons sur les réseaux sociaux, là. Vous voyez pas que les gens, ils sont en train de vous monter les uns contre les autres et, n'oubliez il faut pas diviser pour me régner, voilà. La LDJ, ça, c'est encore une fois la LDJ. Exactement. Bon. On est tous frères, comme Allah l'a dit, et puis on est tous de la même communauté, et puis il faut être fiers de ce qu'on est, voilà. Ne cédez pas au chantage de des danseuses de la LDJ. Exactement. Salut, mon ami Yanis. Ciao, ciao, allez, bientôt. bon courage à vous, merci beaucoup, au revoir. Bon courage. Bonne soirée, Yanis. 01 40 33 9000, on va accueillir Zora dans un instant. Juste auparavant, je voulais vous parler parce que je vous en parlais tout à l'heure. Donc Emmanuel Macron, qui avait, vous en souvenez, participé à l'iftar du CFCM, qui aura lieu d'ailleurs le 12 juin prochain. Il ne viendra pas cette année, c'est ce que l'on a appris. Il envoie à sa place le Premier ministre Édouard Philippe au casse-pipe, j'ai envie de dire. Alors, il semblerait que d'après les informations que nous avons, c'est l'entourage du président de la République Emmanuel Macron qui ferait tout pour ne pas envoyer Macron au front. Pourquoi ? Parce que pour l'heure, il n'y a aucune proposition tangible. Pourtant, Emmanuel Macron, qui avait annoncé des annonces importantes en matière de l'islam de France courant deuxième trimestre de l'année 2018, eh bien toujours rien. Et donc pour l'instant, peut-être qu'Emmanuel Macron ne veut pas aller à l'iftar du CFCM qui aura lieu le 12 juin. C'est peut-être pour ne pas avoir le cran ou peut-être à ne pas avoir la franchise de leur dire que ce CFCM était mort pour lui et qu'il allait passer à autre chose puisque de grandes annonces vont être faites au mois de juillet et d'après les fuites, donc on se dirigerait vers un consistoire musulman qui serait dirigé et emmené par le grand imam, puisqu'il deviendra ainsi grand imam, Tarek Obrou. Voilà, donc peut-être, je sais pas, comment tu analyses toi le fait que Emmanuel Macron ne vienne pas cette année à cet iftar du CFCM? Non, pour moi c'est la disgrâce du roi. Il est parti, je le rappelle, au dîner du CRIF pour faire toute une nuit. Vous connaissez évidemment, comme d'habitude. Il est parti se coucher pour le CFCM. Non, je ne viendrai pas. Non, c'est la disgrâce du roi. Ouais. De dire c'est fini, vous n'êtes plus dans les petits papiers, donc habituez-vous à l'idée et d'envoyer un signal fort à tous les représentants de l'élite entre guillemets qui se considèrent comme représentants, de dire maintenant que le CFCM devient entre guillemets, excusez-moi le terme, une planche pourrie, si vous voulez continuer à peser, il va falloir passer par les autres canaux et accepter ce que le roi a décidé d'entreprendre. Alors, pour être très précis avec vous, vous savez qu'en ce moment, il y a plein de personnes qui entreprennent des initiatives, à l'image de Marwan Mohamed, avec sa consultation sur les musulmans. Je précise que on l'a invité, alors il nous a dit qu'il était prêt à le faire par téléphone, ce que j'ai refusé. Je souhaite que Marwan Mohamed, au même titre que tous les autres qui vont lorsqu'on les invite dans les grands médias, ils se déplacent
Et pour qu'il respecte les auditeurs de France Maghreb 2, je souhaite qu'il vienne, et c'est à l'unique et seule condition qu'il sera reçu dans mon émission, c'est qu'il se déplace pour répondre à nos questions qui peuvent, et je peux le comprendre, le déranger, parce que nous avons quelques questions dérangeantes à lui poser. Donc Marwan Mohamed, l'invitation reste évidemment d'actualité, mais une seule et unique condition, c'est que Marwan Mohamed respecte les auditeurs de France Maghreb 2 et donc se déplace. Zora, bonsoir. Zora, elle est partie, Zora. Bon, et même c'est ce qu'on va faire. On va faire quoi dans un instant? Un grand Libertad. 01 40 33 9000. Vous allez pouvoir nous dire un petit peu ce que vous avez sur le cœur. Ça fait longtemps là qu'on n'a pas fait un bon Libertad. À chaque fois on est pressé par le temps. Et puis juste après 18h, on vous offrira, je vous offrirai une corbeille de fruits offerte par fruitsselect.com avec une super question facile ce soir. Oui, la corbeille de fruits, je peux le dire, ce soir ira chez l'une ou l'un d'entre vous. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, votre show qui vous parle chaque jour sur France Maghreb 2 de 16h à 18h avec vos appels évidemment, avec Damien Charles aujourd'hui. Avec nous, mon cher Damien, on va faire, il est quelle heure là? Il est 17h56, on est bien, tranquille. Allez, c'est parti pour Libertad. 01 40 33 9000, nous ne savons pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, en tout cas vous pouvez nous appeler en toute liberté sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Nasreddin. Bonsoir Nasreddin, vous vous appelez d'où? De Corbeil. De Corbeil-Essonnes, qu'est-ce qui se passe Nasreddin? Il se passe rien, c'était pour faire un petit coucou, pour souhaiter un bon ramadan à tout le monde. Et, c'est super gentil Nasreddin, merci beaucoup. Il y a eu un dessert récemment à Corbeil. Oui. Oui. Il y a l'ancien maire de Corbeil-Essonnes, Dassault, qui est décédé donc hier à l'âge de 93 ans. Merci Nasreddin en tout cas pour ton message, super sympa, à très bientôt. Voilà, et puis un grand salam à la famille, me reconnaîtront. J'espère bien. Merci beaucoup Nasreddin. Ciao, Sarah Tolok, merci beaucoup. Libertad 01 40 33 9000, 00 33 40 33 9000, c'est le moment de prendre la parole évidemment, de nous appeler en direct pour nous dire ce que vous voulez. Allô, bonjour. Allô, salam alaikum, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, l'ami Christophe. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mon ami Christophe. Happy birthday to you. Merci Medjed, merci beaucoup. Tu utilises Libertad donc pour passer à l'antenne. Mais il a bien raison. Je ne sais pas d'ailleurs qui a soufflé l'idée de mon anniversaire à quelques auditrices, auditeurs, mais bon, voilà. T'as eu des ah bah gens oui. qui sont souhaités? Ah oui, il y a des gens qui étaient au courant. Je ne sais pas comment ça a fuité cette histoire, Medjed. Comment ça va? Eh ben ça va super bien, super, on est là tranquillement, ça fait plaisir. Bon, en tout cas je reste toujours plus jeune que toi, hein, je t'assure. Ah bah ça oui, ça c'est clair. Je te confirme. Bon, mais Janet, tu seras là ou pas ce soir alors? Oui, apparemment oui. Ah bon? Oui, écoute, je suis là ce soir à 23h avec JM, tout à fait. Ah bon, donc il n'y a pas de truc Apparemment c'est demain mon cher. Ah bon, bah voilà, c'est bien ce que je t'avais dit, voilà. Bon, bah super, nickel. Et bien... Voilà. Et je te confirme aussi, tiens, un message subliminal entre nous, c'est bon pour lundi et mardi. Ah bon? C'est bon pour lundi et mardi. Bon. Voilà, donc avec les rendez-vous habituels, évidemment. Ah d'accord, très bien. Bon, voilà. Formidable, merci Medjed, on s'appelle. Je souhaite, voilà, plein de bonnes choses, bon anniversaire, et puis n'hésitez pas, chers auditeurs, auditrices, à appeler l'ami Christophe pour lui souhaiter un très bon anniversaire. Voilà. Bon, c'est gentil, à tout à l'heure, 23h avec JM. Oui. Ça marche. Ciao Medjed. On a prévu quelques blagues. Oui. Oui. Parfait. Et vendredi soir, n'oubliez pas, on est là, l'équipe du Grand Forum va rivaliser avec vous allez voir. 01 40 33 9000. Les blagues, c'est des bonnes blagues, nous, hein. C'est pas des blagues carambars, hein. Non, parce que JM, il nous sort des blagues carambars, lui, hein. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom et votre ville d'appel, s'il vous plaît? C'est Jamel de Paris. Salut Jamel, bienvenue, Enchanté. on t'écoute, Jamel. Alors, trois choses. Bon anniversaire, premièrement. Merci Jamel. Secondo, je voulais revenir sur Mahmoudou Gassama. Oui. Le problème, moi j'ai peur d'une seule chose. Bon, tout va bien pour lui. Il a fait de super choses. Bravo. Oui. Félicitations. Il a effectivement entre guillemets mérité sa nationalité. Le problème qui se pose, c'est que j'ai bien peur que si demain il rentre chez les sapeurs-pompiers, qu'on finisse par lui demander systématiquement de faire ce genre d'exploit et qu'on attend justement pas moins de lui que ce genre d'exploit, alors que je dirais que 99% des pompiers ne sont pas capables de faire ce qu'il fait. Donc,
Je suis un peu inquiet par rapport à ça. Ouais. Et j'ai peur en fait du retour de flamme, de la déception qu'il pourrait y avoir, ou du regard justement des sapeurs-pompiers. C'est même pas sûr qu'il soit pris par rapport à ce qu'il a fait. Jamel, c'est même pas sûr qu'il soit pris dans les sapeurs-pompiers parce qu'il y a quand même. C'est un service civique là. Hein. Voilà. Il y a quoi, pardon? Il est en service civique là. C'est même pas sûr qu'il soit pris après. Bah oui. Bon, c'est très dur de rentrer au sapeur-pompier. Le deuxième point, et le troisième point, ça concernait Tariq Ramadan. Ouais. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Il y a du bon, enfin du moins, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres un peu moins. Moi, mon seul problème avec Tariq Ramadan, c'est que effectivement, selon l'auditeur, il a été placé entre guillemets, il a été écouté auprès des médias parce que forcément son discours passé, ça c'est un point. Le problème, c'est que maintenant qu'on n'en veut plus, faut savoir une chose, c'est que quand on vous fait une place dans les médias, vous avez toujours un revers de la médaille, c'est-à-dire que on vous donne une visibilité, mais on arrive aussi à avoir toutes les informations vis-à-vis de vous, et on connaît toutes vos faiblesses. Ouais. CF Dominique Strauss-Kahn, CF Sarkozy, CF tout ce que vous voulez, et on a toujours un point entre guillemets de pression sur lequel on peut agir, et je pense que sa faiblesse justement, son point de pression a été entre guillemets découvert, et ils en ont usé quand ils avaient plus besoin de lui. Merci Jamel pour ton intervention. Dernière chose, il faut juste pouvoir mettre en parallèle ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec le théologien Nouman Anikan, qui s'est retrouvé un petit peu dans le même cas de figure. Donc je vous invite à aller regarder ce qui s'est passé. Donc il a été entre guillemets mis en cause pour comportement inapproprié envers des femmes, alors que lui-même était entre guillemets est toujours un théologien qui est très écouté, qui monte un petit peu dans la sphère dans la sphère. Ouais, mais un théologien ne veut pas dire être théologien. Jamel, être théologien ou être homme de foi ne veut absolument pas dire qu'on se comporte bien avec les femmes. Hein. Attention. On est totalement d'accord. La seule chose, c'est que je trouve que parce que il commence à prendre de l'ampleur. Oui, c'est peut-être Ils ont, si vous voulez, une pression qui fait que entre guillemets la faiblesse est utilisée à des fins justement de nuire et à des fins de faire baisser entre guillemets sa crédibilité. Et nous, malheureusement, on n'a que le prisme des médias. Il faudrait qu'on puisse ouvrir un petit peu son esprit et avoir son propre prisme. Merci Jamel. Avoir, si vous voulez, les deux facettes. Très bonne journée. Merci, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. J'ai envie de continuer un peu Libertad dans un instant parce que la question que je vais vous poser dans un instant elle est tellement facile, mais bon, on va voir ce qu'on fait parce que l'heure c'est l'heure et après l'heure c'est plus l'heure. Il est 18h, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Il faut laisser une minute à ceux qui vont aller prier leur Assal parce que c'est tout de suite. Et oui, 18h sur France Maghreb 2, le rappel de l'actualité avec Marine Garel pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonjour à tous. Le détenu fiché S qui s'était évadé de Brest il y a 2 semaines a été arrêté la nuit dernière en Espagne. Il a été interpellé par la police espagnole vers 1h du matin lors d'un contrôle d'identité à San Sebastián, au Pays Basque espagnol. Il était accompagné d'un autre homme également connu des services de police. Tous les deux ont été placés en rétention. C'est un engagement présidentiel, mais la sortie du glyphosate d'ici 2021 ne sera pas à ce stade gravée dans la loi. Les députés l'ont décidé ainsi cette nuit, malgré des demandes en ce sens jusqu'au sein de la majorité. 24e jour de la grève des cheminots contre la réforme ferroviaire ce mardi. Le trafic SNCF reste perturbé, avec 2 TGV sur 3, 1 TER et 1 Intercité sur 2 et 3 Transiliens sur 5. Mamoudou Gassama a été reçu en préfecture de Paris ce matin. Il a reçu son titre de séjour après son geste héroïque samedi soir. Il a sauvé un enfant de 4 ans suspendu dans le vide. Ce jeune Malien va pouvoir intégrer le service civique des sapeurs-pompiers d'ici 1 mois. La conférence internationale sur la Libye organisée par la France sous les auspices de l'ONU s'est ouverte ce matin à Paris en présence des 4 principaux acteurs d'une crise politique qui s'éternise 7 ans après la chute de Mouammar Kadhafi. En Belgique, notez que 2 policiers ont été tués par un tireur ce matin à Liège. Ce dernier avait pris en otage une femme de ménage au lycée de Waha. Le tireur a finalement été neutralisé. À l'étranger, toujours des obus de mortier ont été tirés de Gaza vers le sud d'Israël selon l'armée israélienne. La majorité a été interceptée par leur système antimissile. Les autres sont tombés dans des terrains vagues et n'ont donc pas fait de blessés. Le sport est la suite du tournoi de Roland-Garros. 8 Français sont sur les cours aujourd'hui, dont Caroline Garcia, Jérémy Chardy, Nicolas Mahut, Adrian Manarino et Julien Beneteau. Hier, notez que Kristina Mladenovic a été éliminée d'entrée de jeu lors de ce premier tour porte d'Auteuil. Merci Marine. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.